Hello à tous et bienvenue. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Valérie, une hypersensible parmi tant d'autres, que j'avais hâte de vous présenter. Valérie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Super, merci. J'aimerais, avant qu'on commence, que tu nous en dises un peu plus sur toi aujourd'hui, que tu te présentes en quelques mots. Pas de souci. Donc moi c'est Valérie, j'ai 40 ans, je suis cartomancienne et énergéticienne. J'accompagne les âmes à travers mes guidances, mes ressentis. Mon approche me permet de capter un petit peu la sensibilité de chacun, la subtilité et à travers mes cartes, mon canal, j'aide un petit peu les personnes. C'est souvent des personnes qui viennent vers moi, qui sont à un carrefour de leur vie. Donc voilà aujourd'hui ce que je fais. Super, merci. Par rapport à ton vécu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé à faire ce métier? Tu peux éventuellement nous parler de ton enfance, de ton parcours de vie tout au long de ta vie, en fait. Alors oui, pour résumer un petit peu mon enfance, j'ai grandi dans un contexte familial très aimant, hein, à côté de mes grands-parents également. Ma mère m'a peut-être un peu surprotégée entre guillemets. Mon papa, il était top, il était peut-être moins présent que ma maman parce qu'il travaillait beaucoup, il faisait des travaux dans la maison, etc. Voilà. Et quand j'étais petite, et je le suis toujours, hein, on me qualifiait de trop sensible, de trop susceptible. Voilà, et voilà, et j'étais un peu entre guillemets montrée du doigt, la petite fille fragile, et voilà, faut faire attention, nanana, nanana. Et c'est vrai que j'avais beaucoup tendance à me comparer aux autres. Tu vois, j'avais peur de m'imposer, peur du jugement. Et j'avais un petit peu tendance, on va dire, à quand je traînais avec des copines ou des copains, tu vois, à la fin de la journée ou la journée suivante, j'étais un peu dans les mêmes énergies qu'eux, dans le même move. En fait, je sais Mm. pas comment te dire. Donc c'est un peu ce que je qualifie aujourd'hui d'éponge émotionnelle. On est plus ou moins influencé par les autres. Et voilà en fait. Et mon enfance a été voilà, j'étais entourée de mes parents qui étaient vraiment aimants, etc. Mais j'ai quand même beaucoup souffert de cette hypersensibilité au quotidien. Et c'était pour moi, par exemple, difficile d'aller demander une baguette de pain à la boulangerie. Enfin, tu vois, des choses comme ça qui paraissent vraiment anodines. J'ai pas eu une enfance traumatisante. J'ai pas vécu des traumatismes de fou, tu vois. Mais par contre, mine de rien, à cet âge-là, ça nous suit toute notre vie, tu vois, tout ce qu'on vit. Par exemple, une épreuve toute bête hein, qui peut paraître anodine hein, pour certains, mais par exemple, quand j'ai redoublé mon CM1, tu vois, ça peut paraître tout bête, mais j'en ai beaucoup souffert parce que on me dit, l'année prochaine, à la rentrée prochaine, tu seras plus avec tes camarades. Tu vois, j'en ai beaucoup pleuré. Et puis tout ce qui est entre guillemets maltraitance, hein, avec des gros guillemets, hein, des professeurs envers les élèves. Voilà, moi, mon professeur qui m'a fait redoubler mon CM1, voilà, je le détestais, quoi. Enfin, c'était vraiment. Et puis, tu vois, c'est bête qu'on parle de ça parce que, enfin, c'est bête. Je suis retombée sur, il y a pas longtemps, mon bulletin de fin d'année ou tout ça, et ce professeur en question m'avait mis pour ma deuxième année, quand j'avais redoublé, il m'avait mis un truc du genre, pas avec ces mots-là, mais il m'avait mis un truc du genre, la deuxième année n'a servi à rien, quoi. Je ne sais pas ce que Valérie a acquis pour cette deuxième année. Enfin, tu vois, c'est des trucs, voilà. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que la scolarité fait partie intégrante de notre enfance, de petite enfance même. Et on nous jette un petit peu à l'école, tu vois, en maternelle, j'ai pas de souvenir, mais on nous jette quand même, tu vois, du jour au lendemain avec les autres. Et voilà, on n'a pas les codes et on ne peut que se comparer aux autres. Enfin voilà. Et voilà, c'est simplement pour dire ça par rapport à mon enfance. Et après, je sais plus ta deuxième question. Justement, j'en profite pour rebondir par rapport à ce que tu viens Pas de de dire. souci. Ton hypersensibilité, elle se traduisait comment? Comment, au niveau de tes perceptions, peut-être au niveau de ta vision de voir le monde, comment tu voyais le monde en tant qu'enfant. Tu as parlé un petit peu de la baguette de pain et du fait d'avoir du mal à aller demander, de te mettre en avant quelque part, parler.
Est-ce qu'il y avait Ok. d'autres domaines de vie qui étaient un petit peu impactés par ça, en fait, par ton hypersensibilité? Alors déjà, oui, elle se traduisait par enfin, des symptômes physiques, entre guillemets. Bah déjà, tu vois, de rougir, tout simplement, de rougir, d'avoir le cœur qui bat. Et puis, de pas oser, ça demandait un effort de fou. Enfin, on se rend pas compte, mais les personnes réservées, timides, bah, ça demande un effort de fou. Et en plus, quand on a ce côté sensible, hypersensible, bah, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, ben, il y a plein de questionnements qui sont dans notre tête. Et je tiens à ajouter aussi qu'on sent un décalage avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? On sent un réel décalage. Et on est beaucoup plus dans le questionnement, je pense, que certains autres enfants qui ne se posent pas de questions, en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a marqué le plus, c'est le décalage que j'ai perçu avec les autres, et également la façon que j'avais de lire dans les autres. Enfin, pour moi, Ouais. le rapport humain, malgré ma sensibilité, ma peur, ma comparaison avec les autres, etc. Bah, je m'intéressais beaucoup aux autres, beaucoup à mes camarades. Et en fait, c'était pour moi très important de les connaître un peu près par cœur, entre guillemets, et j'arrivais à capter des choses en eux, à déceler des choses, on se confiait beaucoup à moi, etc. Et voilà, je pouvais, à certains moments, voilà, quand ils se confiaient à moi, leur apporter certains déclics, etc. Et en fait, voilà, c'était un peu pour dire qu'en fait, je pressentais, je sentais beaucoup, beaucoup de choses. Et justement, ben, quand il se passait quelque chose de grave dans ma famille ou autre, hein, j'ai eu le décès notamment de mon oncle qui est parti du jour au lendemain d'un accident de voiture. Ben, c'est quelque chose de traumatisant, surtout ça l'a été pour ma famille, mais pour mes cousines, pour mon cousin, ma cousine. Et ben, tu vois, tu ressens tout ça. Et Ouais. pareil, quand je rentrais dans une pièce ou autre, tu ressens les énergies. Même si quand t'es gamin, bah, tu te rends pas compte, mais tu ressens en fait. Mm. Donc voilà, c'était dur dans le sens où bah je n'arrivais pas à canaliser ça, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais comme ça des fois, parce que des fois j'étais pas bien, enfin je ne comprenais pas d'où ça venait, parce que le truc que j'avais fait avant, ben c'était rien d'exceptionnel, j'allais bien, et après avoir vu cette personne par exemple, eh ben j'étais moins bien. Enfin tu vois ce que je veux dire? Oui, tu t'es imprégné naturellement des énergies des autres, quoi. Comme tu disais, Voilà. euh, j'aime bien l'idée de l'éponge parce que Ouais. bah, souvent, en tant qu'hypersensible, on a ce trait de caractéristique. Ok, dans la suite de ta vie, comment est-ce que tu as évolué avec cette hypersensibilité? À l'adolescence, à l'âge adulte, etc. Comment cette hypersensibilité t'a suivi? Alors comment elle m'a suivie? Assez difficilement, on va dire. Fin de primaire et collège. Enfin, je trouve que c'est le collège qui est un peu près, enfin, pour beaucoup le plus dur parce que c'est la préadolescence. Et là, c'est compliqué, les petits copains et compagnie. Donc voilà, c'était pas forcément simple parce que j'avais très peur. J'avais très peur des garçons, du jugement des autres. Voilà, quand j'ai eu, on va dire mon premier coup de cœur pour un garçon, bah c'est pas moi qui allais le voir. Enfin, tu vois, ça me mettait en recul et je pense que j'ai, entre guillemets, je suis passée à côté de belles opportunités parce que j'avais trop peur, tu vois, je n'arrivais pas à me mettre en avant. Pareil, un petit exemple, je voulais être chanteuse quand j'étais petite. Je chantais, mais dans ma chambre, en style karaoké. Enfin, j'adorais ça. C'était ma passion, hein. C'était pas une lubie. Et j'aime encore ça aujourd'hui. Et je m'enregistrais, tu sais, avec des cassettes à l'époque. Je m'enregistrais avec des cassettes et je me disais ouais, je vais envoyer à une producteur, machin. Alors tu sais, j'étais toute seule à faire ça. J'avais pas de prof derrière, tu vois. Et ben je me suis mis une pression de dingue, tu vois. Et au final, cette cassette, je l'ai jamais envoyée, mais je m'entraînais, tu vois. Et au final, je me suis mis beaucoup, beaucoup la pression toute seule. C'est aussi ça, c'est l'hypersensibilité. C'est qu'on se met une pression, on s'accepte pas tel qu'on est, en fait. Donc, on comprend pas, on n'a pas les codes. Et pareil, dans la suite de ma scolarité, j'ai choisi de faire un BEP métier de la mode, donc c'est lié à la couture, et je me suis complètement plantée dans cette orientation. Ça me plaisait pas du tout. Je suis pas très manuelle, etc.
Et donc, j'ai fait ma première crise d'angoisse en cours, tu vois, un cours de couture où là, je me suis sentie vraiment pas bien et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, c'était la première. Et tu vois, l'impression d'être ailleurs, de plus appartenir à son corps, voilà, c'est pas simple. Et j'ai arrêté, je me suis rendue malade, hein, je me suis rendue malade, je me suis arrêtée, j'ai pas passé mon diplôme, tu vois. Et après, ben, les circonstances de la vie ont fait que j'ai fait un CAP vente, au départ alimentaire, CAP dans la boulangerie. Et j'étais pas maître de ma vie dans le sens où ça s'est imposé à moi, en fait. C'est mes parents, ma mère qui m'a imposé ce métier. Tu vois, j'ai fait un apprentissage et voilà, et je l'ai subi aussi. Pour en revenir à la sensibilité, en fait, si tu veux, bah, je me suis confrontée aux clients, parfois pas très agréables, au regard des autres tous les jours. Tu vois, à mes parents, à mes proches qui venaient me voir à la boulangerie, je voulais pas qu'ils viennent. Bah, tu sais, des petits trucs comme ça. Enfin, tu vois, bah, tu sais, j'avais 17 ans, tu sais, c'est pas simple, hein, à 17 ans quand on n'est pas de caractère à se montrer, tout ça, voilà. Donc, ça a été très, très dur, hein, pendant ces 2 ans-là. Mais avec le recul, ben ça m'a servi, tu vois, Mhm. ça a été dur, mais c'était nécessaire, je pense, tu vois, pour moi et pour être celle que je suis aujourd'hui. Et pour en revenir à une période qui a tout changé entre guillemets, tu me poseras tes questions après ça. Je suppose que tu en auras. En fait c'est un peu ma première dépression, mon premier burn-out. Mhm. Voilà, qui ont changé beaucoup de choses. Et ça, alors, c'est cette phase compliquée, cette dépression, elle est arrivée à quel moment de ta vie? Comment tu as traversé cette épreuve de la Alors, dépression? j'avais une vingtaine d'années. Je travaillais dans le commerce, donc en vente, en prêt-à-porter féminin, avec une bonne équipe, des collègues sympas, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu la crise qui est passée par là, donc on est passé de 5 vendeuses à 3 vendeuses. Euh, Ma responsable a été plus ou moins mise dehors, mon adjointe est partie. Enfin bref. En Mhm. gros, je me suis retrouvée la plus jeune en termes d'âge et la plus expérimentée dans la boutique. Ok. Et, euh, et avant que tout s'écroule, entre guillemets, par rapport à mes collègues qui sont partis, j'ai fait un régime parce que je m'acceptais pas dans mon corps. Je me suis jamais acceptée dans mon corps, hein, pour être clair, hein, voilà. Et j'ai fait le régime du camp, je sais pas si tu connais. Ah ouais, je connais. Ouais. Voilà. Hyper- Mes collègues auditeurs, coachs sportifs et diététiciens, bouchez-vous les oreilles. Voilà, enfin, un On régime que fait je tous des conseille erreurs, c'est pas beaucoup. très grave. Aujourd'hui, je l'appelle même le régime du con. Et voilà, donc hyper protéiné, enfin voilà. Et j'étais à fond. Comme tout ce que je fais, en fait, j'étais à fond. Et je l'ai suivi à la lettre, toute seule, hein, à la lettre. Et à l'époque, c'était la grande mode. Le médecin, il passait à la télé, sortait des magazines, sortait des livres. Il faisait des accompagnements. Enfin, je me suis jamais fait accompagner par son équipe, hein. Mais voilà, je l'ai fait toute seule. Enfin, je me rappelle, il y avait des recettes de cuisine avec, enfin voilà, c'était vraiment, j'étais à fond, quoi, tu vois. Et donc, ça consistait en gros à manger des protéines pendant une semaine, donc poulet, enfin viande blanche, etc. Voilà, poisson. Et après, de rajouter les légumes et d'avoir, je crois, un week-end non, je crois que c'était un jour par semaine, on mangeait ce qu'on voulait. Bref. Et après cette première phase, on mangeait pratiquement que des légumes et des protéines. Et voilà, je me suis mis un peu dans le cercle des régimes. Je me suis Mhm. mis à courir aussi, j'ai fait du sport, etc., ce qui n'était pas mon habitude avant. Et je ne voulais pas regrossir. Donc j'ai perdu extrêmement vite, hein, voilà, très très vite 10 kilos. Et j'étais pas du tout en surpoids à l'époque. Bon, j'étais un petit peu rondelette, mais voilà. Et ben suite à ça, j'ai pas trop compris pourquoi. J'étais bien dans ma peau parce que t'as un élan de waouh, d'endorphine qui vient parce que tu te sens mieux, tu t'habilles en 36 et tout et tout. Et bah suite à ça, je me suis trouvée un peu du jour au lendemain hyper fatiguée. Vraiment plus d'énergie, j'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais plus.
j'avais une pause entre midi et deux. Je rentrais chez moi ou quand je travaillais et bah j'arrivais même plus à manger. Tu vois, je dormais tellement j'étais fatiguée. J'y retournais, etc. Donc j'allais voir le médecin. Le médecin n'a pas eu une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'il m'a pas fait passer d'analyse de sang pour savoir si je manquais de quelque chose. Il m'a mis direct sous antidépresseur. Oh. Voilà. Et, et, des- et pas la petite dose, hein. Enfin, tu vois, enfin, limite, au lieu de me mettre un demi-antidépresseur, il m'a mis entier. Hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, donc enfin, j'ai très mal, j'ai eu des symptômes très insupportables, les battements du cœur. Ouais. Bah, d'ailleurs, Tachycardie un quand peu. voilà, quand je l'ai pris, le soir même, la nuit même, j'ai fait une crise d'angoisse comme jamais dans mon lit. J'étais seule dans mon appartement, j'étais célibataire. J'ai appelé ma mère, je sais pas, il était 3 heures du matin. En fait, je me suis réveillée, bah, peut-être je transpirais. J'avais le cœur comme si j'allais faire une crise cardiaque, en fait. Et c'est la première et dernière fois que ça m'est arrivé avec ce médicament, donc je sais vraiment que c'est en lien avec ça. Je me suis levée, j'ai eu la force de me lever, d'essayer de boire un verre d'eau, de me recoucher, mais je crois que j'allais mourir en fait. Ouais. C'était vraiment ça, quoi. J'ai fait d'autres crises d'angoisse, mais ça n'avait rien à voir. Mm. Et donc après, je suis allée aux urgences. Ma mère m'a emmenée aux urgences. On m'a dit que j'ai fait une crise d'angoisse, un machin, mais c'était vraiment horrible à vivre. Et j'ai appelé mon médecin, il m'a dit de continuer quand même ce traitement quand même parce que pendant un mois, ben, on a des symptômes comme ça pour certains médicaments. Et Mhm. il m'a dit non, faut continuer, machin. J'ai continué. J'avais toujours les mêmes symptômes. Je dormais très mal parce qu'en fait, je dormais presque plus beaucoup par rapport à avant où je dormais trop parce qu'en fait, ça me machinait le cœur. Enfin, j'avais vraiment mal au cœur en fait. Ça me Mhm. faisait mal mes battements de cœur. Et donc, du coup, j'ai quand même arrêté, peut-être au bout d'un mois, parce que j'ai rencontré mon futur mari, en fait, auquel je ne m'attendais pas du tout. Et, et donc, bah voilà, bah, j'ai pu m'arrêter sans problème et j'allais très très bien après. Et voilà. Ça a été ton déclic. Du coup, j'allais te demander, est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment précis où tu t'es dit, bon, ben, stop, en fait, il faut que je sorte de là Bah en et fait, tu as répondu c'était toute seule à ma question. voilà, bah c'était mon premier déclic. J'en ai eu plein d'autres, bien sûr, dans une vie, on en a plein d'autres. Mais oui, mon mari je sais pas comment j'aurais fini entre guillemets avec cette dépression si mon mari n'aurait pas débarqué à ce moment-là dans ma vie, tu vois. Après, on s'est pas mis du jour au lendemain ensemble. On a mis peut-être 2, 3 mois avant de se mettre ensemble, mais parce que je m'attendais pas à le rencontrer à ce moment-là. J'étais peut-être pas prête à ce moment-là, et voilà, il m'a fallu du temps. Mais ça a été un premier déclic. Après, j'en ai eu d'autres suite à mon burn-out professionnel, où là, j'étais vraiment très, très bas. Je me suis raccrochée, tu vois, à mon mariage. J'allais me marier un an et demi après. Enfin, il y a toujours des choses auxquelles se raccrocher. Donc, toi, ça a été l'idée de ton mariage qui t'a permis de tenir pendant Oui, cette ah période-là? oui, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ma reconversion professionnelle aussi. On va y venir, on va y venir. Par rapport justement à cette phase dépressive et puis toute cette phase autour de l'acceptation de toi finalement, comment est-ce que ça a façonné un petit peu la personne que tu es et le caractère que tu as maintenant, aujourd'hui? Euh, Par rapport à aujourd'hui, Oui. ouais. Bah ça montre là avec le recul hein, que bah j'étais forte en fait, que j'étais courageuse et que j'allais au bout des choses et même peut-être trop. Enfin tu vois, j'étais pas assez dans le lâcher prise, je lâchais pas en fait dans tout ce que je faisais. Bah par exemple le régime ou professionnel quand j'étais dans cette boutique, bah je lâchais pas, je voulais que tout soit parfait. Et avec leur coup, ça m'a façonné dans le sens où euh, ouais, dans le sens où j'étais courageuse et que j'allais au bout des choses et que je ne laissais rien passer aussi, que ça Mhm. soit par rapport à moi, mais par rapport aux autres, j'étais très exigeante, en fait. Euh, et je tirais beaucoup sur la corde. Ça a façonné mon caractère
d'y aller sans retenue, en fait. Je dirais ça, en fait. Ok. À ce moment-là, parce que on a survolé un petit peu le sujet, parce que tu as parlé de ton médecin, mais est-ce que tu as pu trouver de l'aide ou du soutien alors de ton mari, oui, dans le sens où c'est lui qui a été ton déclic, d'après ce que tu nous dis, mais est-ce qu'il y a eu des professionnels, peut-être des psychologues, des coachs, des énergéticiens qui t'ont aidé à ce moment-là, qui t'ont donné des conseils, des clés, ou pas du tout? Oui, j'étais allée voir une psychologue au début de mon burn-out, il me semble. Et elle m'avait aidée. La première séance, ça m'avait fait du bien de vider mon sac, en fait. Tu vois, Ouais. ça m'avait fait vraiment du bien. Après, j'y suis retournée peut-être une ou deux fois. C'était assez rapide, mais voilà, à part m'écouter, tu vois, peut-être me donner deux, trois pistes, ça m'a pas servi à l'époque à grand-chose. J'ai fait de la, j'ai essayé la sophrologie. Mais au Mhm. moment où j'ai essayé la sophrologie, c'était pas le moment, tu vois, c'était vraiment le début Ouais. de mon burn-out. Je pouvais pas me concentrer sur la respiration. J'ai fait une ou deux séances, j'ai vite arrêté. J'ai fait de la méditation, relaxation, accompagnée, hein. Pas toute seule, j'arrivais pas toute seule. Euh, Niveau bah, du soutien de mes proches, de mon mari, voilà, ils étaient là, mais ils ne savaient pas comment faire, comment agir, enfin, Ouais. comment se comporter avec moi. Enfin, c'est très délicat ce sujet-là. Euh, et après, j'étais toujours plus ou moins accompagnée de l'énergétique. Mhm. De mes ressentis, de mes cartes. J'ai dû me tirer les cartes parce qu'il y a des moments par rapport à mon parcours spirituel où je me tirais les cartes, après j'arrêtais, je reprenais. Enfin voilà, j'ai eu des moments comme ça où on se raccroche un peu, ce que je conseille pas, tel un doudou sur nos tirages, tu vois. Et voilà, et Ça me c'est fait pas. penser, c'est Isabelle Serre qui parle de la spiritualité doudou. C'est Ouais, ouais. penser à C'est ce que un- tu disais. c'est très important qu'elle en parle parce qu'il y a tellement un phénomène de mode, cette spiritualité, ces tirages de cartes en live, etc., que c'est Mm, important. C'est pas, les cartes, ce sont pas nos sauveurs, nos sauveuses. Enfin, non, quand on consulte un voyant, une médium, cartomancienne, il faut prendre de la hauteur. Il faut pas écouter mot pour mot. Voilà, faut aussi avoir son libre arbitre et faire preuve de discernement, quoi. mm. J'en profite pour rebondir là-dessus parce que bon, c'est un sujet qui me passionne. Comment est-ce que ce lien avec l'invisible, on va mettre ça entre gros guillemets, ça t'a aidé dans peut-être ta reconnexion à toi ou pour t'aider à surmonter les différentes épreuves, à mieux te connaître. En quoi ça t'a aidé en fait la spiritualité quand, j'allais pas dire quand tu l'as découvert parce que j'imagine que tu l'es depuis petite, mais Mhm. à quel moment tu t'es rendu compte que cette capacité-là, c'était quelque chose de bénéfique pour toi et pas quelque chose qui te polluait l'esprit? Je sais pas si c'est clair ce que je t'ai dit. Oui, oui, j'ai compris. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. C'est le cas de le dire. C'est un vrai cheminement. Voilà. Euh, Quand j'y pense, tu vois, j'ai eu ce déclic entre guillemets il y a pas si longtemps que ça, dans le sens où fallu beaucoup d'épreuves pour que j'accepte ce que je suis à travers mon métier aussi. Euh, il y en a beaucoup tu sais, qui disent que la spiritualité, c'est un peu magique, tu vois, parler à ces gens, anges, parler à ces guides, etc. Enfin, on croit à ce qu'on veut, quoi, que ce soit à Dieu ou à l'univers. Voilà. Ça permet un petit peu de se dire on n'est pas seul, si tu veux. Mhm, On n'est pas seul, mais c'est surtout un super outil de développement personnel. Tout ce qui est énergie, spiritualité, reconnexion à soi. C'est vraiment de la reconnexion à soi, en fait. Et justement, pour vivre tout ça, pour capter, en fait, ce que ça nous apporte,
c'est un long, long cheminement et c'est beaucoup de bas, beaucoup de la nuit noire de l'âme, je sais pas si tu connais, mais Mhm. beaucoup passe par là quand on s'éveille spirituellement. C'est entre guillemets un passage un peu obligé pour comprendre des choses. Hélas, on comprend beaucoup dans la douleur et dans l'adversité des épreuves de notre vie, hein. Donc en fait, Ouais. c'est un peu, voilà, c'est au cours de ma vie que j'ai appris ces choses-là. Ok. Et à quel moment ta vie, elle a pris un tournant plus positif, plus grand c'était quoi le moment où ça y est, ça... Pouf. On va dire que j'ai eu deux moments. C'est quand j'ai pris ma vie en main, quand j'ai décidé de mon orientation, nouvelle orientation professionnelle, Mhm. mes orientations professionnelles. Parce que pour résumer, de la vente, je suis passée au CAP petite enfance. Donc ça venait de moi, cette envie de m'aventurer dans la petite enfance. Et avec le recul, je sais que c'était pour guérir mon enfant intérieur, tu vois. Mhm. Je sais que c'était ça. Mais j'ai mis du temps à l'accepter, dans le sens où bah tu vois, je faisais beaucoup de remplacements suite à ce diplôme. Je faisais beaucoup de remplacements à droite à gauche. J'avais jamais un poste fixe et je me demandais pourquoi. Enfin voilà, ça se passait bien avec mes collègues, ça se passait super bien avec les enfants. Ça m'a appris beaucoup de choses. Tu vois, j'ai fait aussi quand je faisais mon CAP, j'ai fait un apprentissage en école. Donc ça m'a rappelé en maternelle, ça m'a rappelé, on va dire, bah, des souvenirs inconscients de ce que j'ai vécu, tu vois, en primaire et tout ça, l'aspect prof, Ouais. enfant, euh, voilà, ça a remonté des souvenirs en fait, et je pense que c'était pas pour rien. Et mon deuxième déclic, ça a été de monter ma société, mon auto-entreprise dans la cartomancie. Et ça, pareil, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. J'ai eu beaucoup du soutien de mes proches, j'ai mon mari, mes amis qui m'ont encouragé à le faire, qui m'ont qui m'ont valorisé. Le déclic Instagram aussi, où je faisais au départ des tirages gratuits. Et bah avec l'expérience, avec les années, j'ai pris confiance en moi parce que je le faisais sur des personnes que je connaissais pas du tout. Donc j'étais pas influencée par le mental ou par leur histoire. Non, non. Enfin Ouais. voilà, je le faisais vraiment avec moi, avec mes ressentis, avec ce que je percevais. Et voilà, le dernier déclic, ça a été ça. Le dernier déclic, c'est de monter ma société et d'être vraiment épanouie dans ce que je fais, quoi. Ok. Comment tu t'es sentie une fois que bah, tu avais monté cette société, que tu pouvais t'exprimer, faire tes lives? C'était quoi les ressentis, les émotions que tu avais? Bah, de me sentir simplement à ma place, en fait, Ah, c'est de me sentir au bon endroit, tout simplement, en fait. Et attends, je baisse un peu ma lumière. cool. Et, Vas-y. et voilà, en fait, c'est comme si c'était fluide, en fait, comme si ça coulait de source. Et depuis que je suis là-dedans, bah, j'ai plein de petits déclics, plein de petites synchronicités de la vie, en fait. Des choses qui arrivent à moi sans que je le demande. Enfin, tu vois, des petits trucs comme ça qui vont me dire, OK, là, t'es sur le bon chemin, continue à t'écouter, continue à, voilà. Euh, Top. Ok. Est-ce que enfin, une dernière question avant que qu'on clôture. Euh, C'est quoi les leçons que tu retiens de ces différentes expériences de vie, de ces différences, t'as vu le lapsus, de ces différences d'hypersensibilité, etc. Et de ces expériences de vie, tu en retiens quoi comme leçon? je retiens qu'en fait, que rien n'arrive par hasard. Et en fait, les épreuves, tout ça, tout ce qu'on subit, parce que des fois, il y a des personnes qui ont vraiment des épreuves très, très compliquées, qui c'est très dur à surmonter, bah, si on les traverse, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'on est capable de les traverser, qu'on est forte et que c'est pour en apprendre quelque chose par la suite. Mhm. C'est vraiment ça. Et j'ai appris aussi que l'hypersensibilité, euh, c'était un cadeau, c'était une chance et que, tu vois, si aujourd'hui je devais parler à ma petite Valérie de gamine,
bah, je lui dirais, fais-toi confiance. La sensibilité, c'est un cadeau, c'est une chance que tu as, c'est ta plus belle qualité. Et tu verras qu'un jour, tu t'en serviras pour accompagner les autres et pour leur donner confiance, tu vois. C'est vraiment ça. Par rapport à ça, du coup, quels conseils ou pratiques tu pourrais donner à des personnes qui, peut-être, qui aiment pas leur corps ou qui ont vécu une dépression? Quels petits tips tu pourrais leur donner pour aller mieux, quelque part? Bah, parler de ses problèmes, parler de ses problématiques, ne pas rester seul, se faire accompagner si besoin, que ce soit par un professionnel de santé, par quelqu'un qui travaille dans les énergies, euh, et être acteur de sa vie. Euh, Ce qui est le plus difficile dans la dépression, j'ai pas parlé de tout ce que j'ai traversé, la PMA, etc. Mais ce qui est le plus difficile dans la dépression, c'est d'être acteur de sa vie. Et on se sent très très seul, même si on est très entouré. Et c'est en fait, c'est de ne pas lâcher ses rêves, d'aller au bout des choses et, euh, et ne pas attendre que ce soit le moment, tu vois, pour y aller. Vraiment, il y a toujours quelque chose de plus grand en fait qui arrive par derrière. Top. Mais en parlant d'avenir, Et surtout, ne pas tomber dans la victimisation. Surtout, s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Ça, c'est hyper important. Parce que c'est très important dans un parcours, je pense à la PMA notamment, très important d- de parler à des personnes qui vivent la même chose que nous. Parce qu'il y a Mhm. que ces personnes-là qui peuvent comprendre. Mais Ouais, par contre, c'est important d'être entouré des personnes positives, quoi. Vraiment qui nous tirent vers le haut. Voilà. c'est un petit peu la citation de On est la somme des 5 personnes qui nous entourent. S'entourer des meilleurs, vous le savez. Euh, J'en profite, tu as parlé d'avenir et de rêves. Quels sont un petit peu tes projets pour l'avenir? Est-ce qu'il y a des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Oh bah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Bah déjà d'évoluer dans ma société, j'ai plein de projets en tête par rapport à ça, tu vois, faire des ateliers autour de chez moi. Mon but là, dans les prochains mois, c'est de me faire connaître davantage autour de chez moi pour faire plus de présentiel et animer des ateliers, notamment avec un ami naturopathe et énergéticien et magnétiseur. On va s'associer pour faire des choses ensemble. Euh, des petits kiffs, tu vois, faire un album rien qu'à moi, de chanter, enfin, tu sais, des petits kiffs comme ça. Après tout, hein, on n'a qu'une vie, alors autant en profiter. Et puis surtout, vivre l'instant présent, profiter de mes proches, voyager, enfin. Et puis bon, on croise les doigts, on croise tout ce qu'on veut. J'espère aussi être maman un jour. Je sais que ça sera avec l'aide de la science. J'en ai pas parlé, mais au cours de mon parcours, j'ai fait beaucoup de deuil, hein. J'ai beaucoup de deuil de la grossesse naturelle, d'un enfant qui portera mes gènes, etc. Donc voilà, c'est beaucoup de choses que j'ai dû affronter aussi. Donc voilà, c'est surtout vivre l'instant présent et apprendre. Je sais que ce mot est compliqué, mais apprendre à lâcher prise, apprendre à souffler et surtout être résiliente. La résiliente avec soi et avec les autres, avec voilà, c'est hyper important, je trouve. Mais je pense qu'on va terminer sur ces phrases. J'aime bien terminer par ça dans mes interviews. Si on se revoit allez, dans 2 ans, on se refait un petit call comme ça autour d'un café, qu'est-ce que tu aimerais me dire? Bah que je suis heureuse tout simplement, que je suis heureuse, que je suis bien, que j'arrive à avancer dans mes projets, que j'ai encore plein de projets par la tête parce que ça c'est hyper important d'avoir des projets. C'est ce qui nous fait vibrer. Enfin, tu vois, par exemple, juste de faire cette interview avec toi, je suis super contente. Enfin, toi, et puis de continuer également mes interviews sur Instagram. Là, j'ai lancé ma chaîne YouTube aussi. Enfin, plein de choses qui me font avoir. J'adore le contact avec les gens, en fait. J'adore depuis toute petite. Tu vois, je regardais des émissions où les gens racontaient leur vie, leurs problématiques. J'adore l'aspect humain, en fait. Donc voilà, continue dans ce sens-là. Ah, super, on se retrouve pas mal sur ce point. Euh, j'ai à cœur de faire ces interviews justement pour mettre les hypersensibles en avant, hein, même si c'était le plus grand paradoxe de notre existence. Pour pouvoir inspirer d'autres personnes qui sont peut-être dans des phases down ou dans des phases un petit peu plus compliquées et qui ont besoin de boost et de good vibes. Donc, j'espère qu'avec avec les parcours inspirants de personnes comme toi et
ma spontanéité, je pourrais contribuer à mon échelle. Avant de conclure, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs, peut-être? Bah, je leur dirais simplement de s'accepter tels qu'ils sont. Ça, c'est le plus important, vraiment. D'être un peu, entre guillemets, égoïste, de penser à soi. Parce que dans Mm. une société où tout va tout le temps trop vite, très vite, bah, on s'oublie. Que ça soit quand on fonde une famille, qu'on fait des enfants, on est dans le train-train, dans le travail, etc. Mais vraiment penser à soi. Pour pas, entre guillemets, regretter d'être passé à côté des choses importantes de la vie et de croire en ses rêves et d'y aller, de foncer, de bien s'entourer et, euh, et ne pas hésiter à en parler, de se faire accompagner si ça va pas. Ça, c'est hyper important. Ne pas avoir honte d'aller chez un psychologue et c'est pas forcément des personnes qui sont malades, qui ont des gros problèmes psychiatriques, pas du tout. Enfin, maintenant, ça se démocratise beaucoup plus. Mais c'est important, la santé mentale, d'en parler et ne pas hésiter à, et puis, des personnes comme toi, de se faire accompagner par des personnes comme toi qui sont aussi touchées par l'hypersensibilité parce qu'ils le vivent, parce qu'ils l'ont vécu, c'est hyper important parce qu'elles ont des clés, ces personnes-là, que d'autres n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand on passe par quelque chose, on l'a vécu dans nos tripes, ben, on connaît ce qu'on ressent, on connaît, on a des tips après pour s'en sortir. Donc ça, on a beau, on donne des tips, mais tant qu'on l'a pas vécu dans ses tripes, Mm. enfin, l'expérience est hyper importante. C'est surtout s'entourer de personnes d'expérience. Merci beaucoup Valérie pour ton témoignage émouvant et inspirant et qui, j'espère, aidera de nombreuses personnes, notamment au sujet de l'hypersensibilité, mais aussi des énergies, parce qu'on a parlé de ça et c'était grave cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, sur les réseaux, je suis très présente sur Instagram, Le Monde de Val, où je présente aussi pas que mon métier, la cartomancie, mais je fais aussi beaucoup d'interviews hein, sur diverses problématiques. Et ma chaîne YouTube toute récente, Val Intuitive. Bah, j'ai mon Facebook qui est Le Secret de Val. Ça fait trois noms différents, mais c'est pas grave. Voilà, mais je suis très présente tous les jours sur Instagram. Et voilà. Ok, donc allez la suivre, elle est très inspirante. D'ailleurs, on a prévu une petite surprise pour vous. Il me semble que c'est la semaine prochaine. Oui, tout à Euh, fait. rappelle-nous la date. Donc enfin, attends, je regarde dans mon calendrier. Il me semble que Vendredi soir ou mercredi soir? c'est mercredi soir à 21h. Ok, Mercredi 20 à 21h. Sur ok. mon compte Instagram et ton compte, enfin, on sera reliés. Et voilà, on parlera notamment d'hypersensibilité, les émotions et tout ça. Donc mercredi 20 à 21h. Voilà, et puis ça sera à mon tour de t'interviewer au moins déjà sur toi, sur ce que tu fais aujourd'hui, ton parcours, voilà. Avec grand plaisir. On va terminer sur ça. Merci pour ce moment, c'était très sympa. Et n'hésitez pas à aller la suivre. Pour ma part, Inès Empowerment, vous connaissez, avec le underscore évidemment. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle interview. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.